L'adrénaline, lorsqu'elle est fixée sur son récepteur alpha, va entraîner un tout autre type de réponse. Elle se fixe sur un récepteur qui est lui également un RCPG, récepteur couplé aux protéines G. Il va entraîner l'activation d'une protéine G qui ne s'appelle pas GS mais GQ. Cette protéine GQ va activer un autre effecteur qui est aussi une protéine membranaire qui s'appelle la phospholipase C. Cette phospholipase C va transformer un phospholipide membranaire, le PIP2, en deux seconds messagers différents, le DAG ou l'IP3 et l'IP3. Les deux sont produits suite au clivage de ce phospholipide membranaire. Le DAG va provoquer l'activation de la protéine kinase C qui va, comme la PKA, phosphoryler des protéines, mais ce ne sont pas les mêmes, ce sont d'autres protéines qui vont être phosphorylées. L'IP3 va lui déclencher l'ouverture des canaux calciques qui se trouvent sur le réticulum endoplasmique et le réticulum endoplasmique va donc libérer ses stocks de calcium. La concentration de calcium intracellulaire va également augmenter. Le calcium est lui aussi considéré comme un second messager. La présence de calcium et de protéines phosphorylées va entraîner dans les cellules cibles des phénomènes tels que la contraction dans une cellule contractile ou l'exocytose dans une cellule sécrétoire. Cette diapositive vous montre comment ce phospholipide membranaire appelé PIP2, phosphatidylinositol bisphosphate, est clivé par la phospholipase C en deux parties. Une partie ici qui donnera le diacylglycérol et une partie basse ici qui donnera l'inositol triphosphate. Nous n'attendons pas de vous que vous reteniez par cœur la structure de ces molécules, mais que vous reteniez bien que le PIP2 est clivé en DAG et IP3, qui sont deux seconds messagers intracellulaires. Nous avons vu dans les diapositives précédentes le rôle très important de la sous-unité alpha de la protéine G, qui va être impliquée dans le recrutement de l'effecteur, c'est-à-dire l'adénylate cyclase pour la protéine G-alpha-S, ou la phospholipase C dans le cas de la protéine G alpha Q. Mais les sous-unités bêta-gamma qui se dissocient de la sous-unité alpha au moment de l'activation du récepteur ont un rôle important. Elles ont un rôle important dans l'arrêt du signal adrénergique dans le cas qui nous intéresse, notamment parce qu'elles vont entraîner le recrutement d'une kinase qui va phosphoryler le récepteur. Cette kinase va phosphoryler le récepteur, entraîner le recrutement d'une protéine qui s'appelle la bêta-arrestine qui va entraîner l'endocytose du récepteur qui deviendra du coup désensibilisé et inactif. Nous allons nous intéresser maintenant aux effets physiologiques de l'adrénaline et dans un premier temps aux effets de l'adrénaline sur les vaisseaux sanguins. Nous avons vu que sur les vaisseaux sanguins, l'adrénaline avait un effet opposé en fonction de la localisation de ces vaisseaux. L'adrénaline va en effet se fixer soit sur des récepteurs alpha, soit sur des récepteurs bêta et induire les voies de transduction que nous avons vues précédemment. Lorsqu'elle se fixe sur son récepteur alpha, elle va recruter la protéine GQ, entraîner l'augmentation des seconds messagers DAG, IP3, calcium. Tout cela va activer une protéine que l'on appelle la myosine light chain kinase. Cette protéine va entraîner la phosphorylation des têtes de myosine et entraîner la contraction de la cellule musculaire. Au contraire, lorsque l'adrénaline est fixée sur son récepteur bêta, le recrutement de la protéine GS par celui-ci et l'apparition d'AMP cyclique comme second messager dans la cellule et l'activation de la protéine kinase A va entraîner l'inhibition de la MLCK, de la myosine light chain kinase, et cela va donc entraîner la déphosphorylation des têtes de myosine et donc la relaxation musculaire. Cela permet une vasoconstriction dans les vaisseaux qui possèdent un récepteur de type alpha et une vasodilatation dans les vaisseaux qui possèdent un récepteur de type bêta.
Cet intérêt physiologique est l'adaptation au stress. Cela va entraîner une vasodilatation au niveau des organes qui ont des besoins d'oxygène et de nutriments accrus au moment du stress, donc notamment le cœur et les muscles. Au contraire, certains organes seront sacrifiés, c'est le cas de la peau ou des viscères, ce qui va entraîner une circulation sanguine moins importante dans ces tissus. Ça explique par exemple pourquoi en cas de stress ou de peur, on a un aspect du visage qui est très blanc, c'est dû à la vasoconstriction des vaisseaux au niveau de la peau. Mais l'adrénaline a également des effets métaboliques sur certains organes et notamment sur le foie. Des effets métaboliques que l'on peut comparer aux effets du glucagon sur le foie au moment du jeûne. L'adrénaline, lorsqu'elle est fixée sur son récepteur de type bêta, va entraîner l'activation d'une protéine GS, donc de l'adénylate cyclase, va entraîner l'apparition d'AMP cyclique, qui va activer l'APK. L'APK va à son tour entraîner une cascade de phosphorylation qui, à la fin, va activer la dégradation du glycogène pour libérer du glucose, dans un premier temps dans l'hépatocyte. Ce glucose passera ensuite dans le sang. D'autres voies, telles que les voies de la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des acides gras, va être activée. La néoglucogénèse, c'est-à-dire la nouvelle synthèse de glucose, de la même manière pour faire augmenter la glycémie. Les voies antagonistes de ces voies, bien sûr, vont être inhibées, inhibition par des cascades de phosphorylation, de la glycolyse et de la glycogénogénèse. Tout ça permet, en cas de stress pour l'adrénaline ou en cas de jeûne pour le glucagon, de faire remonter le taux de glucose sanguin, de mobiliser le glucose pour les organes qui en auront besoin, notamment en cas de stress, les muscles et le cœur. Cette diapositive vous montre que ces cascades de signalisation se fait par un phénomène d'amplification du signal. Une molécule d'adrénaline fixée sur un récepteur va entraîner la production de 20 molécules d'AMP cyclique. Ces 20 molécules d'AMP cyclique vont entraîner l'activation de 10 molécules de pKa, puisqu'il faut 2 AMP cycliques par tétramère de pKa. Chaque pKa activé va entraîner l'activation de 100 phosphorylase kinase, ce qui va provoquer l'activation de 1000 molécules de glycogène phosphorylase, et donc la libération de 10 000 molécules de glucose. Donc pour une molécule d'adrénaline, 10 000 molécules de glucose seront libérées dans le sang. Donc vous voyez ici que ces voies de signalisation permettent une amplification du signal qui rend très efficace la réponse de la cellule cible. En résumé, la fixation de l'adrénaline sur ces récepteurs de type alpha ou bêta va provoquer au niveau de l'organisme une grande diversité de réponses qui contribuent toutes à l'adaptation au stress. Nous avons étudié les effets au niveau du foie, nouvelle synthèse de glucose et glycogénolyse. Nous avons vu l'effet sur les vaisseaux sanguins, avec vasodilatation dans certains vaisseaux et vasoconstriction sur d'autres. Tout cela va contribuer globalement à une augmentation de la pression artérielle, mais tous ces effets sont combinés aussi par des effets au niveau musculaire, augmentation de la tension musculaire, au niveau du système digestif, du rein, au contraire, ralentissement du fonctionnement, augmentation du rythme cardiaque et du rythme ventilatoire, et dilatation des pupilles pour un maximum d'acuité visuelle. Tous ces effets permettent en fait à l'organisme de mieux réagir au stress, c'est-à-dire de pouvoir fuir ou se battre ou mobiliser ses réserves musculaires. Un exemple de pathologie liée à l'adrénaline est le phéochromocytome. C'est une tumeur surrénalienne qui va entraîner une hyperprolifération des cellules productrices d'adrénaline et donc une hypersécrétion d'adrénaline. Cette augmentation de la teneur d'adrénaline dans le sang va entraîner hypertension artérielle, maux de tête, sueur froide, tachycardie, c'est-à-dire augmentation de la fréquence cardiaque, car tous les effets de l'adrénaline sont multipliés
et il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de diminution du signal une fois que l'effet est atteint, comme dans le cas d'une situation de stress normal. Cette pathologie touche souvent des patients jeunes. Elle est traitée par des chimiothérapies et par la chirurgie. Maintenant l'exemple d'une hormone stéroïde, le cortisol. C'est Addison au milieu du XIXe siècle qui fait le lien entre une maladie appelée maladie d'Addison, dont les symptômes sont une fatigue et un amaigrissement important qui va entraîner la mort du patient. Il met en relation ces symptômes avec des lésions de la capsule surrénalienne. Il propose des premiers traitements à base d'extraits surrénaliens qui corrigent en effet certains symptômes de la maladie, mais ont des effets secondaires importants, et on le comprendra par la suite, notamment liés à l'injection simultanée d'adrénaline provenant également des surrénales. Reinstein, en 1938, réalise la synthèse chimique d'acétate de désoxycorticostérone à partir de stigmastérol, un analogue végétal du cholestérol, et démarre ainsi la synthèse chimique d'analogues du cortisol qui vont permettre, dès le milieu du XXe siècle, les premiers traitements. Le cortisol est produit par les glandes cortico-surrénales sous l'action de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Les neurones de l'hypothalamus vont produire une hormone appelée la corticolibérine ou CRH qui va agir sur l'antéhypophyse qui à son tour produira l'hormone corticotrope ACTH qui va déclencher au niveau des glandes surrénales la production de cortisol. Sur l'organisation du système hypothalamo-hypophysaire, celui-ci est donc situé à la base du cerveau. Les neurones hypothalamiques vont sécréter des hormones qui vont aller stimuler soit les cellules de l'antéhypophyse qui elles-mêmes vont produire de nouvelles hormones, ou alors les neurones de l'hypothalamus vont envoyer des projections vers la posthypophyse dans lesquelles ils vont pouvoir déverser dans le réseau sanguin de la posthypophyse les hormones, les neurohormones produites. L'hypothalamo-hypophysaire est un exemple de système porte. Les neurones de l'hypothalamus vont libérer dans un réseau vasculaire qui se trouve juste sous l'hypothalamus des neurohormones, comme ici le CRH. Le CRH va ensuite diffuser par un système porte, par un réseau vasculaire jusqu'à l'antéhypophyse, où il stimulera les cellules corticotropes qui vont produire la CTH, qui sera à son tour libérée dans la circulation générale. Le cortisol est une hormone stéroïde qui dérive du cholestérol par plusieurs réactions successives catalysées par différentes enzymes. Les enzymes de synthèse du cortisol sont activées suite à l'action de la CTH sur les glandes cortico-surrénales. Étant une hormone stéroïde hydrophobe, on comprend bien que le cortisol ne pourra pas être stocké dans des vésicules, et donc le cortisol, comme toutes les hormones stéroïdes, va être libéré dans le sang au fur et à mesure de sa synthèse. C'est donc la production des enzymes de synthèse qui va être régulée et qui va contrôler le taux sanguin de stéroïdes. Plasmatique du cortisol, donc comme de toutes les hormones stéroïdes, va aussi poser un problème puisque c'est une hormone hydrophobe qui doit circuler dans un liquide composé principalement d'eau qui est le plasma. On retrouve donc le cortisol, comme tous les glucocorticoïdes, seulement à 10% sous forme libre. À 90%, il sera transporté par un transporteur protéique qui est une grosse protéine hydrophile qui contient en son sein une poche hydrophobe qui permettra au cortisol de venir se loger et de circuler dans le sang. Ces protéines, ces transporteurs peuvent être spécifiques. Dans le cas du cortisol, c'est par exemple le CBG ou la transcortine, ou alors des protéines qui transportent toutes les molécules hydrophobes dans le sang, comme l'albumine. Le cortisol a une action qui est commune à toutes les hormones hydrophobes, c'est-à-dire qu'il va pouvoir traverser la bicouche lipidique, il va aller se fixer sur un récepteur qui se trouve à l'intérieur de la cellule.
ce récepteur est un récepteur nucléaire qui est présent dans le cas du cortisol dans le cytoplasme. Lorsque les glucocorticoïdes ou le cortisol se fixent sur son récepteur, eh bien celui-ci va se détacher des protéines chaperon qui le maintenaient dans le cytoplasme. Il va pouvoir ainsi se rendre dans le noyau où il va avoir une activité transcriptionnelle. Les glucocorticoïdes et leurs récepteurs se trouvent dans le noyau, ils vont pouvoir se fixer sur l'ADN, sur des séquences particulières appelées des GRE, et déclencher la transcription des gènes cibles. Cette transcription va donc permettre la production d'ARN messagers qui vont repasser dans le cytoplasme, être traduits en protéines et entraîner une réponse cellulaire. Dans le cas où le GRE est un GRE négatif, la transcription sera inhibée et on va ainsi bloquer la transcription et traduction de certains gènes. Le récepteur au glucocorticoïde sur lequel se fixe le cortisol est constitué, comme tous les récepteurs nucléaires, d'une structure particulière. Dans son domaine N-terminal, il contient un domaine impliqué dans l'activation de la transcription, suivi dans sa partie C d'un domaine de liaison à l'ADN constitué par un motif à doigt de zinc. Dans sa partie centrale, il contient une séquence de localisation nucléaire. Et dans sa partie C-terminale, un domaine qui lui permettra de lier le ligand, donc ici le cortisol, et de se dimériser. Au glucocorticoïde, comme tous les récepteurs nucléaires, possèdent donc un domaine de liaison à l'ADN formé par deux doigts de zinc. Ces deux doigts de zinc sont donc des repliements de la chaîne protéique liés à deux atomes de zinc qui sont liés à des cystéines et qui forment des extensions protéiques qui vont venir s'insérer dans le grand sillon de l'ADN, les chaînes latérales des acides aminés interagissant avec un motif particulier présent au niveau de l'ADN, appelé ici GRE. Le récepteur au glucocorticoïde, comme tous les récepteurs nucléaires, va activer la transcription, va permettre l'activation transcriptionnelle en passant par un remodelage de la chromatine. En effet, lorsque la chromatine est condensée, les gènes ne peuvent pas être transcrits car la machinerie d'initiation de la transcription ne peut pas accéder au site plus 1 du gène. Le récepteur au glucocorticoïde, lorsqu'il va se fixer sur son GRE, va recruter des protéines qui vont modifier les histones et notamment les modifier par méthylation, par acétylation, ce qui va entraîner le relâchement de l'interaction entre l'ADN et les nucléosomes, et cela va permettre à la machinerie d'initiation de transcription de se fixer et de transcrire le gène. Les corticoïdes vont être produits dans l'organisme souvent en réponse à une situation de stress immunologique notamment, ou lorsque l'organisme se trouve en situation de stress aussi nutritionnel. Les glucocorticoïdes vont donc, en se fixant sur leurs récepteurs, entraîner des réponses métaboliques, par exemple en entraînant la néoglucogénèse ou la glycogénolyse, mais aussi la lipolyse. Et puis, ils vont avoir une réponse immunitaire en activant le système immunitaire ou la réparation tissulaire. Les corticoïdes, comme le cortisol, sont connus pour leur effet anti-inflammatoire. En effet, par le jeu de leur activité transcriptionnelle, ils vont activer la transcription de tout un tas de molécules qui ont un effet anti-inflammatoire et entraîner l'inhibition de molécules comme NF-κB par exemple ou des cytokines qui vont avoir des rôles dans l'inflammation. Comme toutes les hormones du système hypothalamo-hypophysaire, le cortisol va jouer un rôle de rétrocontrôle négatif sur sa propre synthèse, c'est-à-dire que le cortisol va aller rétro-inhiber la production d'ACTH par l'hypophyse et la production de CRH par l'hypothalamus, entraînant ainsi une baisse de sa propre production une fois que son effet biologique a été accompli. Les défauts de production de cortisol entraînent parfois certaines pathologies, et notamment celle du syndrome de Cushing, qui est un symptôme assez difficile à diagnostiquer puisqu'il est la somme d'un grand nombre de symptômes
qui chacun en fait peuvent être associés à d'autres types de maladies, mais c'est la combinaison de tous ces symptômes qui fait le syndrome de Cushing. Donc on peut citer des troubles émotionnels, de l'ostéoporose, une hypertrophie cardiaque, de l'obésité, des problèmes de peau, une faiblesse musculaire notamment. Et nous allons voir par la suite à quoi est lié ce syndrome de Cushing. Cushing, dans 80% des cas, est lié à une tumeur de l'hypophyse et notamment des cellules corticotropes qui vont surproduire de la CTH, qui va donc surstimuler les glandes cortico-surrénales et qui va entraîner une augmentation importante de cortisol car le rétrocontrôle négatif va moins s'exercer ou alors s'exercer de façon moins efficace. Et cette surproduction de cortisol, c'est elle qui va entraîner les symptômes que nous avons décrits précédemment. Alors le traitement eh bien, va être le traitement type des tumeurs, c'est-à-dire qu'on va enlever la tumeur ou les glandes surrénales et puis on pourra traiter ensuite à l'hydrocortisone si les glandes surrénales ont été, les glandes cortico-surrénales ont été enlevées. Et puis, bien évidemment, comme toute tumeur, ce traitement s'accompagnera d'une chimiothérapie. Un stress intense et prolongé va entraîner une surproduction de cortisol via les glandes cortico-surrénales et d'adrénaline via les glandes médullo-surrénales, sous l'action soit de la CTH, soit du système nerveux autonome. Et cela va entraîner des pathologies liées alors par exemple à la surproduction d'adrénaline avec des troubles cardiovasculaires, mais aussi des pathologies métaboliques et immunitaires liées à la surproduction de cortisol. On va s'intéresser maintenant au cas très particulier des hormones thyroïdiennes T3 et T4. Les thyroïdiennes sont des hormones hydrophobes, donc qui vont se comporter comme des hormones hydrophobes, comme les hormones stéroïdes, mais elles sont fabriquées non pas à partir de cortisol, mais à partir d'un acide aminé qui est la tyrosine, qui va subir des modifications successives en incorporant des atomes d'iode, en étant modifiés, et nous allons obtenir à la fin l'hormone T3, qui ensuite donnera elle-même l'hormone T4, qui incorporera un quatrième atome d'iode. Les hormones thyroïdiennes sont fabriquées par les cellules folliculaires de la thyroïde. Les acides aminés comme la tyrosine sont incorporés dans ces cellules. On a fabrication d'un précurseur qui s'appelle la thyroglobuline, qui va être fabriqué dans le réticulum et l'appareil de Golgi et va être sécrété dans l'espace colloïdal, dans l'espace extracellulaire, mais dans une structure qu'on appelle la colloïde. Et cette thyroglobuline-là va être iodée. Ensuite, cette thyroglobuline iodée va être réendocytée au niveau du pôle apical de la cellule folliculaire et la thyroglobuline va être dégradée jusqu'à ce qu'on ait production des hormones T3 et T4 qui sont hydrophobes et qui vont pouvoir traverser la bicouche lipidique et repasser dans le sang au niveau du pôle basolatéral et au niveau des capillaires sanguins. Les hormones du système hypothalamo-hypophysaire, les hormones T3 et T4 sont synthétisées en cascade. Donc l'hypothalamus va produire de la TRH qui va aller stimuler l'hypophyse qui produira la TSH qui ensuite stimulera la thyroïde qui produira T4, T4 qui sera transformé en T3 dans le foie. C'est T3 qui aura les effets biologiques sur les tissus cibles. L'hormone T4 va jouer un rôle de rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus pour réguler sa propre synthèse. Comme toutes les hormones hydrophobes, T3 et T4 vont circuler dans le sang associés à des transporteurs qui sont donc appelés TBG ou TBPA et qui vont être des transporteurs protéiques hydrophiles avec une poche hydrophobe dans laquelle viendra se loger l'hormone thyroïdienne. Comme toutes les hormones hydrophobes, T3 et T4 vont pouvoir traverser la bicouche lipidique au niveau des cellules cibles, se fixer sur leur récepteur qui lui est un récepteur qui est déjà présent dans le noyau et déjà fixé
sur le promoteur des gènes qu'il doit activer, mais c'est la fixation de l'hormone qui va déclencher l'activation transcriptionnelle et les gènes cibles vont donc être transcrits, puis les ARN traduits en protéines. Cela va entraîner au niveau des tissus cibles différents effets, des effets sur la thermorégulation, sur le métabolisme des lipides, sur la prolifération et la différenciation cellulaire, et les tissus cibles sont principalement les os, le foie, l'hypophyse et le cerveau. Les hormones thyroïdiennes peuvent aussi entraîner des désordres entraînant des pathologies, soit parce qu'elles sont surexprimées dans le cas par exemple de tumeurs de l'hypophyse, soit quand elles sont sous-exprimées, sous-représentées, suite à des maladies auto-immunes qui vont par exemple dégrader soit l'hormone elle-même ou soit son récepteur. Fini pour cette partie-là, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre partie sur la synthèse de ce que nous avons vu sur les différents modes d'action des hormones et je serai présente dans l'amphi pour répondre à vos questions. Bonne journée, bonne fin de semaine à tous et bonnes vacances.